bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, élection présidentielle au Nigeria. La campagne électorale endeuillée à 3 jours du scrutin. Plusieurs personnes ont été tuées ce mardi à Port Harcourt dans une bousculade à la fin d'une réunion du président sortant Muhammadu Buhari. Les autorités parlent de 6 à 14 morts. L'élection présidentielle est maintenue au 16 février. Un scrutin qui devrait se jouer entre le président sortant et son principal rival de l'opposition, l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Plus question dans 20 minutes sur le commerce intra-africain, comment renforcer les échanges encore en deçà de leur capacité. L'ASLEC au cœur de cette stratégie de renforcement, une zone de libre-échange lancée en 2018 mais qui attend encore 4 ratifications pour que l'accord n'entre officiellement en vigueur. Plus de 70% de la population tanzanienne privée d'eau potable. Face à la problématique, le gouvernement répond par une politique de rationalisation de la consommation d'eau. Afin de lutter contre le gaspillage, l'État instaure une forte amende. La mesure suscite une vive polémique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Adama Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant et président de l'APP, l'Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi. Merci à vous d'être avec nous. Également sur ce plateau, Abdelkarim Yacoub Konongomi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Plus de 84 millions de Nigérians sont appelés aux urnes le 16 février pour l'élection présidentielle. La campagne qui se poursuit a été marquée ce mardi par ce drame survenu à Port Harcourt dans le sud-est du pays. Plusieurs personnes ont été tuées lors d'une bousculade à la fin d'une réunion organisée par le chef de l'État sortant Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari qui fait partie des 72 candidats en lice pour cette élection. Pour les observateurs de la vie politique nigériane, la véritable bataille se jouera surtout entre les candidats des 2 principaux partis, le président sortant donc Muhammadu Buhari de la PC et Atiku Abubakar sous la bannière du Parti démocratique populaire. Un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà très serré. Vina Nodin. Le pays le plus peuplé d'Afrique s'apprête à tenir des élections générales. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour élire leur président. Ils devront notamment choisir entre le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition, Atiku Abubakar, un ancien vice-président. L'organisation des élections représente l'un des principaux enjeux de l'avant-scrutin. Notre bureau de l'État d'Amambra a été incendié. C'est un coup dur pour l'organisation du vote. Il s'agit du 3e incendie de ce genre au cours des 12 derniers jours. Il n'y a eu ni blessés ni morts, mais un premier état des lieux fait état de 4 965 lecteurs de cartes détruits dans les flammes. Mais d'autres lecteurs de cartes devraient être acheminés d'ici samedi pour les remplacer. Avec les dispositions que nous prenons, je reste confiant que le scrutin aura lieu comme il se doit. Le 11 février était le dernier jour de distribution des cartes d'électeurs, alors que le calendrier initial fixait au vendredi 8 février 2019 la clôture de la distribution des cartes d'électeurs. Depuis un mois, les 2 principaux candidats parcourent les 37 États du Nigeria. L'ambiance d'avant-scrutin se veut tendue. Des milliers de lecteurs de cartes d'électeurs ont été détruits par le feu dans le sud-est du Nigeria à quelques jours des élections. C'est une vieille ruse, une vieille pratique dans les démocraties africaines, hein, on va dire les démocraties naissantes africaines. C'est qu'on essaye d'isoler certaines populations et certains territoires afin de concentrer l'élection sur des bastions sûrs sur lesquels en général le candidat de pouvoir contrôle l'essentiel de la population et est sûr de récolter, je dirais, de recevoir le plein de voix pour pouvoir, l'emporter. C'est un choix tactique. Une campagne électorale qui se caractérise par un bras de fer entre l'actuel président Muhammadu Buhari et son principal rival, Atiku Abubakar. La volonté affichée de lutter contre la corruption, mais aussi par des pertes humaines. Au moins 15 personnes ont perdu la vie ce 12 février dans une bousculade à la fin d'un meeting du président Muhammadu Buhari dans le sud-est du Nigeria.
Alors, un incident meurtrier qui a donc eu lieu ce mardi à Port Harcourt, qui a fait entre 6 et 14 victimes. C'est ce que disent pour l'instant les autorités selon un premier bilan provisoire. Adama Coulibaly, en tout cas, cet incident vient rappeler le degré de tension qui entoure cette élection présidentielle. Oui, en effet. Malheureusement, comme c'est très souvent le cas en Afrique, on se rappelle de la violence qui a caractérisé l'avant, pendant le déroulement des élections au Congo démocratique il n'y a pas longtemps. Donc malheureusement, l'Afrique est abonnée à ce type de violence en politique, notamment dans les périodes électorales. Donc il faut regretter ça, il faut regretter qu'il y ait des victimes, autant de victimes, mais ça veut dire qu'il y a un véritable engouement et que vraiment il y a un véritable clivage aussi au niveau des positions, puisque ces élections se déroulent dans un contexte très particulier, tel que vient de le démontrer ce reportage, où on a assisté il n'y a pas si longtemps que ça à des violences entre éleveurs et cultivateurs, et qui ont fait beaucoup plus de morts d'ailleurs que Boko Haram, 1300 morts, et c'est énorme. Et on a affaire aussi à tous ces faits de corruption à côté des difficultés que vivent l'écrasante majorité des Nigérians. Donc c'est un contexte qui est incendiaire. Donc avec ces deux candidats principaux qui sont des sexagénaires, on se demande d'ailleurs s'il n'y a pas des jeunes, et s'il n'y a pas des gens qui puissent émerger parmi les 70 autres candidats. Donc c'est quand même un contexte de violence inacceptable. Il faut vraiment que nous trouvions les moyens en Afrique de sortir de ce type de situation. En tout cas, le scrutin a été maintenu donc, pour ce 16 février. Abdelkarim Yacoub Koundougoubi, alors le thème principal de cette campagne, c'est la lutte contre la corruption. Le président sortant avait déjà cette thématique lors de son précédent mandat en 2015, et donc il promet comme ça de renouveler finalement l'opération. Est-ce qu'il n'a pas quand même perdu une certaine crédibilité sur cette question, Abdelkarim? D'abord, il faut reconnaître le Nigeria. C'est comme ils ont évoqué tout à l'heure, l'une des grandes économies africaines. Ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria concerne toute l'Afrique, prioritairement la sous-région. Parce que le Nigeria est au centre de l'économie, qu'il soit dans l'Afrique de l'Ouest et beaucoup de pays de l'Afrique centrale enclavés qui n'ont pas accès à la mer et qui dépendent beaucoup de l'économie nigériane. Donc, cette élection, tout le monde le suit de façon très, très attentionnée. Alors maintenant, quand il s'agit de Buhari, quand même, il faut reconnaître qu'il a une sacrée bonne réputation. Il a une réputation d'homme incorruptible et d'homme de poigne. Il est arrivé au pouvoir dans les années 80, il a fait un coup d'État, il a quand même géré le pays d'une façon très très dure. Et cette réputation l'a beaucoup aidé à son élection en 2015. En 2015, le président sortant, Goodluck Jonathan, était en grande difficulté. Il n'arrive pas à endiguer l'insurrection des terroristes de Boko Haram. Donc, Buhari était venu avec cette assurance et cette promesse de pouvoir non seulement de lutter contre la corruption, non seulement de rebooster l'économie, et aussi a promis de pouvoir arrêter Boko Haram et remettre la sécurité qui permettait justement à l'économie de se développer. Mais alors, le problème, c'est que 4 ans après, beaucoup de choses se sont passées qui ne dépendent pas forcément du Nigeria. Parce que le Nigeria, vous savez, son économie dépend 70% des revenus pétroliers. Oui. Et donc 90% des devises d'exportation, c'est lié aussi au pétrole. Chute du pétrole. Donc du coup, Buhari... Récession du Nigeria. Récession du Nigeria, coup dur de l'économie, inflation, chômage en augmentation, coupure dans les budgets. Mais ce qui est très bien, c'est que Buhari a réussi à amortir ce choc pétrolier en luttant contre la corruption. Donc le fait de lutter contre la corruption, poursuivre ceux qui ont détourné des fonds et rapatrier des fonds qui ont été remis à l'extérieur, ça a permis un peu d'amortir ce choc et d'avoir des devises. Adama Coulibaly. Oui, juste pour finir. Alors peut-être sur cette question de la lutte contre la corruption, est-ce que vous êtes du même avis que le président sortant a mené une véritable bataille là-dessus, alors
où ses opposants disent que finalement il n'a fait que mener une bataille contre les opposants, à savoir le PDP. Oui, bon, évidemment, ça c'est, on est en politique. Voilà, les opposants sont dans leur rôle, mais au final, quand on regarde effectivement, il y a quelque chose qui apparaît. Si on regarde la personnalité de ces deux principaux candidats, il y en a un qui est un homme d'affaires, qui a été douanier, et qui s'est retrouvé un homme d'affaires très important, un richissime homme d'affaires. On se demande comment d'ailleurs. Donc, quand on sait généralement en Afrique comment ça se passe dans ces milieux-là, les corrupteurs en général s'adressent à des fonctionnaires, en général des fonctionnaires qui sont à des postes stratégiques comme la douane. Et bon, ça c'est le cas de son challenger. Mais en ce qui concerne la lutte qui a été menée par le président sortant, il faut dire quand même que c'était quand même assez comment dire, spectaculaire, puisqu'il a quand même réussi à rapatrier pas mal de milliards. On en parle de 17 milliards de dollars. Oui. Et ensuite, à l'intérieur du pays, il a quand même réussi à arrêter beaucoup de personnes, de personnalités qui étaient réputées être impliquées dans des faits de corruption. Et maintenant, ce que les gens lui ont reproché, certains analystes lui ont reproché, qui peut tenir la route, c'est que la corruption ne concerne pas seulement les gros bonnets, mais elle concerne également les fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui, dans le cadre des activités de corruption, arrivent à avoir quand même 12% de leur revenu annuel par l'activité de la corruption. Donc ça veut dire que c'est un phénomène. Oui, ça veut dire que c'est un phénomène qui est quand même qui va plus loin que les gros bonnets. Ceci étant dit, il est important que ça commence quand même quelque part. Il faut quand même combattre cette hydre-là parce qu'en Afrique, dans la plupart de nos pays, c'est là aussi qui grève justement notre économie, en plus des problèmes que nous avons avec les autres. Mais parlant spécifiquement de la corruption, c'est un véritable problème. Il faut combattre, comme Boiry l'a fait, ceux qui sont les principaux corrupteurs et qui pillent nos pays à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et en ce moment-là, si cela est fait, l'argent revient, mais il faut continuer le combat au niveau également des fonctionnaires, faire en sorte qu'il y ait une éducation civique, depuis l'école d'ailleurs, et avec tous ceux qui rejoignent la fonction publique, il faut bien qu'il y ait une formation civique et que la morale traditionnelle revienne aussi. Mais c'est un combat à plusieurs niveaux. Oui, moi ce que j'ai dit, c'est que en fait, Boiry a une réputation. Donc son capital de réélection repose là-dessus. Pourquoi? Il a combattu, il a fait ce qu'il a pu. Parce qu'en face, c'est quand même, c'est pas des petites personnes qui sont en face, c'est des gros bonnets, c'est des gens qui sont dans les institutions. La corruption est institutionnelle, mais il a été combattu lui aussi par ces gens-là qui l'ont essayé de le dénigrer. Mais sa chance, c'est que les pauvres le soutiennent parce que les pauvres voient le résultat. Les pauvres, sa base électorale, ce sont les pauvres. Ce n'est pas les grands bonnets du système. Mais on a pu entendre quand même une grande déception de cette population du Nord. Oui, mais cette déception a été travaillée par ces gens-là parce que c'est les gouverneurs ou les gens qu'ils arrêtent ont leur base, ont leur système. Donc ils ont travaillé contre lui, malgré qu'il a été malade. Mais la population fait également le bilan et mesure ce qui a été fait depuis 4 ans. Oui, mais si aujourd'hui Boiry a réussi à faire aucun président nigérian l'a fait, il a été reconnu comme le président qui a pu ramener de l'argent de l'extérieur. Donc je crois qu'il va être, personnellement, en tout cas ce que je vois, c'est qu'il a encore ce capital d'homme incorruptible. Et c'est très important maintenant. Tout le monde, la corruption au Nigeria est endémique. Mais si la corruption est endémique, on a un candidat qui est le visage de l'anticorruption, le peuple continuera toujours à croire, malgré sa santé, malgré le fait qu'il a échoué sur le plan sécuritaire. Parce qu'il n'a Donc pour vous, il peut encore capitaliser sur cette thématique de la corruption. Non seulement ça, lui, il est du Nord et il a une bonne base. Son colistier est un pasteur du Sud très populaire. Donc il mise, il met sur le 2 pour pouvoir gagner. Atiku Abubakar fait exactement la même chose. Mais le problème, il a dit Atiku Abubakar est un ancien pétrolier, est un, comment on appelle, fonctionnaire, il a des sociétés, il n'a pas été poursuivi légalement. Donc il n'a pas été condamné, donc on ne peut pas lui dire qu'il a été corrompu. Mais quand même, entre Boiry, l'homme simple, qui est quand même différent d'un magnat pétrolier, quand même, il faut reconnaître la population parfois. Alors, quand même, deux choses quand même, parce qu'il faut dire quand même, c'est pas toute la population qui reconnaît, qui voit ce qui s'est passé au niveau de la lutte contre la corruption. Parce que qu'est-ce que les gens constatent? C'est comment ils vivent
au quotidien. Les chocs pétroliers, les difficultés, l'inflation dans le pays fait que même les personnes qui sont riches au Nigeria, qui ont l'habitude d'envoyer à l'extérieur leurs enfants, ont des difficultés aujourd'hui. Et la population a des difficultés. Effectivement, on parle d'un pays en récession. Oui, un pays en récession. Un pays en récession, mais c'est une récession généralisée. C'est une récession généralisée. Voilà, on va laisser poursuivre Adama Coulibaly. Allez-y. Tout à l'heure, j'ai laissé aller jusqu'au bout. Juste en prie, allez-y, M. Coulibaly. Voilà, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des difficultés réelles que les populations ressentent. Ça, c'est humain, c'est comme ça, c'est partout. Donc, il faut faire la part des choses entre ce que les populations ressentent, entre ce combat contre la corruption qui a été mené par ces militaires, par les généraux, et c'est une réalité, c'est un vrai combat qu'il a mené, mais qui laisse des goûts amers, parce que malheureusement ce combat intervenait dans un contexte où, à partir du moment où l'économie, ça je ne vais pas revenir là-dessus, du Nigeria est essentiellement basée sur les revenus du pétrole, il y a cette difficulté-là qui frappe en priorité les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui ont les revenus, les plus faibles revenus. Maintenant, la deuxième chose que je voulais relever, c'est qu'Atiku Abubakar, lui, il n'est pas juste de dire qu'il n'a pas été poursuivi légalement, il a été poursuivi. Il y a eu plusieurs affaires judiciaires de corruption contre lui. Ceci étant dit, il n'a pas été condamné. Est-ce qu'il a été condamné? Je voudrais terminer. Oui, mais ne dites pas qu'il n'a pas été poursuivi. Il a été poursuivi, mais pas condamné. Donc, il n'est pas présumé innocent. Est-ce que je peux terminer? Présumé innocent. Alors, on va laisser Adama Coulibaly aller jusqu'au bout de son idée. Alors, donc, il a été poursuivi. Donc, ces poursuites étaient tout à fait légales. Et il a même été interdit, parce qu'il a été poursuivi aussi par les FBI américains. C'est dire qu'en fait, lui, sa corruption, en fait, les crimes économiques qu'il a pu poser sont certainement réels, même si la justice nigériane n'a pas réussi, justement, à trouver les moyens de le condamner. Il a été poursuivi à plusieurs reprises. Pendant une dizaine d'années, il était interdit de séjour aux États-Unis parce qu'il était soupçonné, justement, de corruption. Nous avons affaire donc à deux personnalités de ce pays, dont un qui est un homme d'affaires, un multimilliardaire, qui, lui, ne cache pas son ambition de faire de ce pays un pays où les principales institutions à caractère économique seront privatisées. Pour qui? Pour les intérêts de qui? Il dit qu'il va créer beaucoup d'emplois, mais c'est de la démagogie. Non, avant tout le libéralisme. Bien sûr, le libéralisme, oui. Voilà. Oui, Et maintenant, nous avons affaire à un général qui, lui, était militaire avant toute chose. Et il a fait ce qu'il a pu. Et ça, c'est le problème de nos pays, où on a affaire à des militaires, suite à des coups d'État, qui ne reviennent pas des élections. Le Nigeria, qui est un grand pays, c'est très important, mais ce n'est pas que c'est un vrai souci en Afrique. Ou c'est des militaires, ou alors c'est des gens qui sont multimilliardaires, et ce monsieur-là qui veut faire un peu comme Talon au Bénin ou comme Trump, en ce moment-là, on peut s'interroger de savoir où sont les gens. Je voudrais dire une dernière sans vouloir vous couper tous les deux, sans vouloir vous couper, on va s'interrompre en quelques secondes, on va bien sûr continuer ce débat sur cette élection présidentielle au Nigeria avec cette campagne qui se poursuit. On marque une très courte pause, à tout de suite. Merci.